Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 4, 2, le jeu. Pour arriver à comprendre un peu les conduites intellectuelles, nous avons besoin de rappeler quelques notions sur les actes de jeu d'où elles sortent souvent, et sur les sentiments dont le jeu n'est qu'une forme particulière. Un objet intellectuel au premier chef, c'est le portrait, la statue, qui, au fond, sont des objets bien bizarres. La statue d'un personnage, le portrait d'un ami, c'est d'un côté ce personnage, cet ami lui-même, et nous avons devant le portrait quelques-unes des attitudes que nous avons habituellement devant l'ami. Mais d'autre part, ce n'est évidemment pas lui, car notre ami n'est évidemment pas un morceau de papier. Nous soulevons ce portrait, nous le mettons dans un tiroir, ce que nous ne pouvons faire avec l'ami. C'est lui et ce n'est pas lui. Eh bien, nous avons des conduites qui ressemblent beaucoup à celle-ci. Quand des enfants jouent à la bataille, il y a une bataille puisqu'il y a des combats et qu'à la fin, il y a des vainqueurs et des vaincus. Mais d'autre part, on convient de ne pas se faire du mal les uns aux autres, ce qui est absurde dans une bataille. Et à la fin, aucun des belligérants n'est réellement supprimé ou exclu, puisqu'ils fraternisent tous ensemble. C'est une bataille, et ce n'est pas une bataille. Comme le portrait de l'ami était l'ami et ne l'était pas. Pour comprendre le portrait et plusieurs autres actes intellectuels du même genre, nous avons besoin d'avoir présent à l'esprit quelques notions sur le jeu. À quoi reconnaissons-nous le jeu ? Sur les théories du jeu, voir De l'angoisse à l'extase, 1926, tome 2, pages 432-437, La force et la faiblesse psychologique, 1930, page 147. C'est un ensemble d'actions, de mouvements des membres, de paroles, de combinaisons intellectuelles, quelquefois considérables. Les enfants qui jouent remuent beaucoup. Ils sont quelquefois couverts de sueur, comme s'ils avaient fait un grand travail. Les hommes et les femmes bavardent dans les salons. C'est toute une cérémonie. La présidente de la réception, qui se reconnaît dans le salon à ce qu'elle n'a pas de chapeau sur la tête, tandis que les autres dames ont gardé le leur, surveille ses invités. Elle a peur que la conversation ne s'arrête, car la règle de ce jeu, c'est qu'il y ait tout le temps une personne qui parle. Elle provoque celle qui n'a pas encore parlé et la pousse à lancer elle aussi sa petite chanson, je veux dire son petit discours. Tout ce monde se donne beaucoup de peine pour parler. Les hommes, quand ils ont fini leur travail sérieux, jouent aux dominos, aux échecs, aux cartes et font encore avec peine une foule de combinaisons intellectuelles. Dans tous ces jeux, on voit une activation de toutes les fonctions psychologiques. Mais un grand caractère fort étonnant distingue ces actions de toutes les autres. C'est que ce sont des actions qui ne servent de rien. Considérons les jeux des enfants, et en particulier le jeu de la bataille, qui est si fréquent. La guerre, la bataille, sont des actions sérieuses. Chez les hommes, elles ont un but, c'est de supprimer l'adversaire. On le tue, on l'écarte de la société de manière à ne plus le rencontrer. En un mot, le vainqueur doit supprimer le vaincu. Or, que font les enfants quand ils jouent à la bataille ? Ils ont une conduite vraiment absurde. Ils admettent au début une convention bien ridicule, c'est qu'on ne doit pas se faire de mal. Quelle singulière idée, puisqu'on se bat pour supprimer, pour tuer l'adversaire.
Ce qui est le plus étrange, c'est qu'ils tiennent leur parole. Après la bataille, il n'y a ni mort, ni blessé. Personne n'est supprimé, et ils vont tous manger ensemble leur goûter sans aucune rancune. Les hommes qui jouent aux cartes, et qui se battent aussi, prennent la précaution de jouer entre eux des haricots secs ou des menus monnaies sans valeur. Leur jeu est l'acte de chercher à ruiner l'adversaire et ils ne lui prennent rien du tout. Les jeux sont donc de singulières actions dans lesquelles on fait beaucoup d'efforts en apparence, absolument pour rien. Cependant, on constate que le jeu est très développé chez un grand nombre d'êtres vivants. Nous admettons sans hésitation que les enfants des hommes jouent beaucoup, qu'ils ont des jeux de toute espèce, et surtout des jeux avec des mouvements violents qui ne font rien d'utile, de grandes courses pour n'aller nulle part, et pour rester en somme au même point. Chose remarquable, le jeu des enfants est une marque de leur intelligence, et nous devons nous méfier d'un enfant qui ne joue pas. C'est souvent une marque d'arriération mentale. Nous éprouvons plus d'embarras quand il s'agit des adultes. Nous répétons souvent sans réflexion que les adultes ont joué dans leur enfance et que maintenant ils ne jouent plus parce qu'ils sont devenus sérieux. Défions-nous des gens sérieux ou qui se croient sérieux. Les adultes continuent à jouer énormément. On ne parle pas seulement des jeux de cartes, des dominos, des échecs, des dames et de la politique, qui sont leurs jeux apparents et avoués. Mais ils jouent à bien d'autres jeux sans le reconnaître ouvertement. Ils mangent trop, ils boivent trop, et d'une manière raffinée qui demande des efforts et qui ne sert absolument de rien. Nous jouons avec la parole, avec le raisonnement, avec l'enseignement même. Est-il bien certain que dans nos conférences prétendues scientifiques, il n'y ait pas une part de représentation, de comédie, d'exhibition, et que nous ne cherchions les uns et les autres à nous intéresser, à nous exciter, à nous amuser au fond, plutôt qu'à faire des découvertes scientifiques. Il y a dans la vie humaine des actions à la fois physiques et morales qu'on appelle les actes de l'amour. Je n'ose pas dire tout haut ce que j'en pense, de peur de provoquer l'indignation. Mais en un mot, est-ce que l'amour humain est entièrement identique à l'amour des animaux qui font tranquillement leur petite affaire de temps en temps avec le premier individu du sexe opposé et qui ensuite n'y pense plus? L'homme a raffiné là-dessus plus que sur toute autre chose. Il a inventé des complications folles, des convenances, de la pudeur, des qualités esthétiques et morales, et surtout, il a précisé son choix sur une personne particulière sans laquelle il croit n'être plus bon à rien. On vient de publier de nouveau en français le livre célèbre du grand aliéniste viennois Krafft Ebing, complété par le professeur Moll de Berlin sur les perversions sexuelles, et on m'a demandé d'écrire pour cette nouvelle édition une préface. Je me suis permis de dire que ces auteurs étaient beaucoup trop sérieux et qu'ils sont trop graves dans un sujet qui n'est pas si grave que cela. Il y a dans les conduites sexuelles une part énorme de jeu et de comédie. Toutes ces conduites bizarres sont des tentatives pour s'exciter avec le sexe, comme on s'excite avec l'alcool et la morphine. Et on ne les comprendra pas si on n'y met pas la part du jeu. Pour ne pas insister sur tous ces problèmes, retenons que les hommes et les femmes adultes jouent énormément. Seulement, ils ont changé un peu la nature des jeux d'enfants. Nous aurons
à chercher pourquoi. Ce qui est curieux, c'est que les animaux jouent aussi. Qui n'a admiré les jeux délicieux à voir du petit chat et même du jeune chien? Vous connaissez un livre remarquable d'un auteur allemand, M. Karl Gross, Les jeux des animaux, 1902, qui montre, chez une foule d'animaux, ce qu'il appelle la pseudo-activité du jeu, et qui montre le lien étroit de cette activité avec l'imagination artistique. Je vous rappelle les travaux du professeur américain J.M. Baldwin sur le jeu, qu'il appelle aussi une pseudo-action, une quasi-action. On connaît moins les travaux d'un Français, M. L. Gérard Varé, 1902, sur le jeu chez l'animal et chez l'homme, qui nous parle des relations du jeu et du rêve, ce qui me semble un peu exagéré. Mais j'ai déjà fait allusion aux manifestations intellectuelles des singes et des chimpanzés, en particulier à propos des travaux si intéressants de M. Kohler. Il ne faut pas oublier que le chimpanzé est fort capable de jouer beaucoup. Il joue avec tous les objets qui sont à leur disposition, avec leurs petits gobelets qu'ils s'amusent à remplir d'eau, à vider, avec tous les bouts de bois, de fils de fer, de ficelle, avec les pelures des bananes. Ils sont aussi satisfaits que possible en enfonçant un bout de fer dans une fente de bois. En général, ils se plaisent à déchirer, démembrer, briser, sans aucun intérêt pratique. Ils font des culbutes, marchent sur les mains, c'est-à-dire dansent sans avancer, en restant sur place, ou font des rondes autour d'un arbre, comme les enfants, avec une sorte de rythme, un des pieds frappant plus fort que l'autre. Cela rappelle, dit M. Kohler, les cortèges des peuples sauvages. En un mot, cet animal que nous avons jugé intelligent joue beaucoup, comme les enfants. Kohler, L'intelligence des singes supérieurs, 1927, page 302. Depuis longtemps, les psychologues se sont efforcés de comprendre ce jeu singulier, cette action qui dépense réellement des forces et qui ne sert de rien. Une action est faite pour déterminer une certaine modification dans le monde extérieur et dans l'organisme. On mange pour introduire un aliment utile dans le corps. On combat pour détruire un adversaire dangereux et pour conserver sa propre vie. Que peut bien signifier une action qui conserve la dépense de mouvement et qui supprime tous les bénéfices réels de l'action? N'est-ce pas une action en contradiction avec toutes les autres? Aussi, toutes les théories du jeu vont-elles avoir toujours le même caractère? Elles cherchent un résultat pratique du jeu, résultat que nous n'apercevons pas au premier coup d'œil. Une utilité vitale du jeu qui doit exister puisque ce genre d'activité paradoxale s'est conservé et développé au travers des générations et qu'il existe encore chez les êtres vivants considérés comme les plus intelligents. Une théorie qui a été longtemps prédominante est la théorie du jeu éducateur, qui a été bien présentée dans l'ouvrage de M. Karl Gross, dont je viens de parler, et qui a été reprise plus tard par M. Baldwin. Tous les instincts qui existent latents chez l'animal à la naissance sont loin d'être à ce moment tout à fait développés. Ils ont besoin d'exercice pour pouvoir fonctionner d'une manière parfaite. Le petit chat doit savoir attraper les souris. Il s'exerce à ce métier en courant après des feuilles d'arbre. L'oiseau doit savoir voler. Il s'exerce en battant des ailes d'une manière en apparence inutile. Le petit enfant doit savoir lutter et se défendre dans la vie. Il faut qu'il apprenne à se battre. Dans cet apprentissage, il risquerait de mauvais coups si la bataille était sérieuse. Elle est transformée en jeu et on prend des précautions
comme dans les exercices gymniques des enfants. Plusieurs auteurs, comme M. Victor Despas, iront jusqu'à dire que le travail est sorti du jeu, ce qui me paraît un peu exagéré. Revue scientifique 1903, 1, page 577. Cette théorie a eu des conséquences assez importantes dans la pédagogie et, à une époque récente, on s'est imaginé qu'il fallait transformer en jeu tous les travaux des petits-enfants et des écoliers. On a illustré de belles images les alphabets et on a essayé de transformer en comédie amusante tous les enseignements. Il y a même eu une littérature et un théâtre qui ont eu la prétention de présenter la morale et la science d'une manière amusante. Castigat ridendo mores. Je ne suis pas bien sûr que le théâtre moralisateur soit bien amusant, ni que le théâtre amusant soit nécessairement très moral. Il y a là bien des illusions. Les enfants à qui on présente de belles images pour les faire apprendre à lire préfèrent le plus souvent jouer à autre chose. Mais le principe même de cette théorie du jeu soulève bien des objections. Est-il certain qu'un instinct ne puisse se développer que par des jeux de ce genre? On a souvent observé que des animaux très jeunes, conservés en cage, isolés, jusqu'au moment de l'éclosion de leurs instincts, les présentent d'un seul coup d'une manière complète. Des oiseaux, conservés dans une petite cage, savent parfaitement voler du premier coup. Les actes instinctifs sont imparfaits dans les premiers essais, parce que l'instinct et ses organes nerveux n'ont pas encore tout leur développement. On n'a pas bien démontré que cet apprentissage soit nécessaire, ni qu'il doive se faire sur cette forme du jeu. En effet, le jeu altère considérablement l'action. Il en supprime le caractère sérieux, c'est-à-dire l'essentiel. Est-ce vraiment courir après une souris vivante pour la manger que de courir après une feuille morte que le petit chat n'a aucune envie de manger? Il est certain que dans certains cas particuliers, le jeu joue un rôle dans l'éducation qui s'en sert à l'occasion, mais qui ne l'invente pas. Une autre hypothèse intéressante est celle qui a été présentée d'abord par le poète allemand Schiller, puis développée par Herbert Spencer. Le jeu serait une décharge de l'énergie psychologique surabondante, overflow of energy. L'animal, surtout dans sa jeunesse, aurait à sa disposition une énergie trop considérable qui le gênerait. Comme cette énergie ne se dépense pas chez lui par des actes sérieux, il éprouve le besoin de la décharger à tort et à travers par des actes sans but, en apparence inutiles, mais qui servent au moins à dépenser des forces psychologiques surabondantes. Voir Paul Souriau, Le plaisir et le mouvement, Revue scientifique 1889, et L. Gérard Varé, Le jeu chez l'animal et chez l'homme, Ibid, 1902, 1, page 485. Les études très intéressantes de M. Claparède se rattachent en partie à cette conception. Le jeu permet une décharge d'émotions nuisibles sous une forme non nuisible. L'auteur se place dans une situation intermédiaire entre les deux théories précédentes et, sur bien des points, les dépasse. Claparède, Institut belge de pédologie, 1912. Cette théorie du jeu décharge m'inquiète un peu. Nous avons déjà étudié bien souvent les vraies décharges dans les convulsions épileptiques ou hystériques, et nous n'avons pas constaté de jeu ni d'amusement dans ces décharges. On se trompe souvent en disant que les états d'agitation qui se rapprochent des décharges sont des états de gaieté. Bien souvent, on constate dans les états de manie aiguë le sentiment du vide, bien plus que le sentiment de la gaieté. L'observation de l'enfant qui joue
ne me paraît guère favorable à cette interprétation. Voici un enfant qui sort d'une longue classe. Il est fatigué et sans entrain. Vous dites qu'il va se décharger en jouant pendant la récréation. Mais se décharger de quoi? Il s'est déjà bien trop déchargé pendant la classe et je crains qu'il ne lui reste bien peu d'énergie à dépenser. Il se met cependant à jouer, d'abord avec une certaine peine, et quand il a joué pendant 1 heure avec une gaieté croissante, il rentre en classe avec de bien meilleures dispositions. Il était épuisé à la fin de la classe. Il est rechargé à la fin de la récréation par le jeu qui s'est montré tout le contraire d'une décharge. Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 4, 3. L'exploitation du jeu. Dans mon dernier ouvrage, De l'angoisse à l'extase, 1926, tome 2, page 436-437, où j'ai analysé tous les sentiments, depuis l'angoisse la plus profonde jusqu'au bonheur de l'extase, j'ai essayé, sinon de présenter une théorie nouvelle du jeu, du moins d'attirer l'attention sur certains de ces caractères dont on n'avait pas assez tenu compte. Un trait essentiel du jeu qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu est amusant. Le jeu, quand il est réussi, amène une joie d'une nature un peu particulière, mais qui n'en est pas moins une joie avec tous les caractères de la réaction de triomphe que nous venons d'étudier. Le jeu procure le sentiment du succès, l'arrêt de l'effort avec le gaspillage dans tout l'organisme des forces mobilisées. Il procure l'augmentation des forces, le réveil des activités qui étaient somnolentes, faute de force, la récupération des souvenirs et des sentiments, les perfectionnements des actions et les inventions nouvelles. En un mot, le jeu nous procure tous les avantages d'une action réussie. C'est là, si je ne me trompe, le fait essentiel. Et c'est à cause de ce caractère essentiel que l'homme et l'animal se sont mis à jouer. Tous les êtres ont senti les avantages de la joie qui vient après la réussite des actions, et ils ont recherché ce succès et cette joie. Comme il arrive souvent dans les industries, le produit secondaire, accessoire, est devenu plus important que le produit principal. On s'est bien souvent désintéressé du résultat principal et primitif de l'action, du terme réel de l'alimentation, de la marche et de l'amour, pour ne s'occuper que du résultat accessoire de la joie produite par le succès de l'action, quelle qu'elle fût. Or, cette joie dépend de la réaction de triomphe et du gaspillage qu'elle détermine, des forces mobilisées pour l'action, et il faut prendre quelques précautions pour que ce gaspillage et cette joie puissent être réellement avantageux. Pour cela, il est nécessaire que toutes les forces mobilisées pour l'action ne soient pas toutes dépensées dans l'exécution de l'action elle-même. Parce que, même si on arrêtait l'action, il n'en resterait plus rien à gaspiller. Bien souvent, la victoire n'enrichit ni le vainqueur, ni le vaincu, puisqu'ils se sont tous les deux épuisés et vidés pendant la guerre. Pour que ces conduites puissent procurer un triomphe avantageux, il faut d'abord qu'elles soient économiques, qu'elles déterminent une dépense de force aussi petite que possible. Si vous voulez avoir des bénéfices
en revendant un titre à la bourse. Il faut commencer par ne pas l'acheter à un cours trop élevé. Pour économiser dans l'exécution de l'action, il faut en supprimer le caractère trop sérieux, trop réel, car c'est le réel qui complique la vie et qui exige des dépenses de force. Il faut une bataille où on ne tue pas, car tuer et être tué, c'est trop sérieux. Cela excite des tendances à la conservation de la vie qui ont de trop grandes forces et qui, mises en activité, nous ruinent. Mais cependant, il ne faut pas trop réduire l'action et lui enlever trop de réalité, car elle n'aurait plus d'intérêt et ne mobiliserait plus assez les forces de l'organisme. Et quand on ferait l'arrêt de l'action, il n'y aurait pas de gaspillage. Prenons comme exemple ces personnes qui jouent aux cartes. Quelquefois, elles se contentent de jouer des haricots secs. C'est un procédé qui a l'avantage de ne pas dépenser. Mais il y a des joueurs qui diront « Non, si on ne joue que des haricots secs, je ne joue pas bien. Et quand je gagne, je n'ai pas de triomphe. » Cela veut dire « Je n'ai pas mobilisé assez de force et quand je gagne, je n'ai pas de gaspillage. » Mettez un sou pour avoir l'air de gagner de l'argent. Alors, cela excite mes tendances au commerce. Je mobiliserai des forces et quand j'aurai gagné, je serai beaucoup plus content parce qu'il y aura un gaspillage des forces. Il faut donc que l'action ne soit pas trop grave ni trop petite. Il y a des précautions à prendre et on a employé le mot « s'amuser » pour désigner ces triomphes en quelque sorte artificiels, parce que d'ordinaire, le triomphe et les vraies joies surviennent après les vraies actions exécutées jusqu'à leur consommation réelle, tandis qu'ici, le triomphe se produit avant la consommation véritable et sans les dépenses qu'elle réclame. Il s'agit d'un triomphe prématuré et préparé par des précautions spéciales. Or, ce sont tout justement ces précautions qui constituent le jeu. La règle du jeu de la bataille, c'est de ne pas se faire de mal, pour que les combattants ne dépensent pas trop de force dans l'attaque ou dans la défense. Nous avons remarqué que les jeux des adultes ne sont plus les mêmes que les jeux des enfants. C'est parce que les forces des adultes et des vieux ne sont plus les mêmes que celles des enfants. Cela fatiguerait trop les vieux de jouer à la balle ou au chat perché. Ils ont transformé le jeu de la balle en un jeu de golf qui est plus calme. En même temps, on prend des précautions pour que le jeu reste sérieux. On joue des fiches, mais on imagine que ces fiches représentent des millions. Quand on fait jouer des enfants, on promet un gâteau au vainqueur et on lui décerne des félicitations. Le jeu, comme j'ai essayé de le montrer, est une exploitation intelligente du phénomène du triomphe qui termine les actions réussies. Les animaux et les hommes commencent par dépenser un peu dans une action bien organisée pour être aussi économique que possible, et ils tirent de la réussite de cette action facile tous les bénéfices possibles. Il y a ainsi dans la vie un grand nombre d'actions qui sont des spéculations de ce genre: le sommeil, les cérémonies, les dîners, les boissons alcooliques, et même, si j'ose le dire, les passions de l'amour. Toutes ces conduites sont des jeux et des spéculations plus ou moins heureuses. Il est bien probable que cette conduite bizarre qui n'existe pas chez l'animal primitif ni chez l'idiot a commencé d'abord d'une manière fortuite à l'occasion de ces trompe-l'œil dont j'ai montré l'importance dans la théorie des perceptions. Puis, elle s'est développée à cause de ses grands avantages et elle a été recherchée activement quand se sont développées les régulations de l'action. Les animaux, puis les hommes, ont appris à jouer avec toutes les tendances,
à tirer parti pour les triomphes prématurés de l'alimentation, de la boisson, de l'amour, du combat, de la parole, etc. Et toutes les conduites de l'art sont sorties de ce jeu perfectionné. Ainsi entendu comme une exploitation du triomphe, le jeu s'introduit dans toutes les fonctions psychologiques. Et cette recherche de l'enrichissement facile, de l'excitation, transforme la conduite. Le fait de savoir jouer est un fait vraiment intelligent. C'est un moyen d'augmenter nos forces et de les augmenter naturellement par un développement de l'organisme. C'est un des éléments de l'évolution humaine. C'est pourquoi ce jeu va intervenir dans la création de toutes les fonctions supérieures. Et l'homme n'est arrivé à la science et à la philosophie que parce qu'il savait jouer.